Voici une cellule avec sa membrane plasmique qui l'isole de l'extérieur, un petit peu comme une petite maison. À l'intérieur, on trouve son noyau qui contient l'ADN et son cytoplasme. Le cytoplasme est composé d'eau à 80%, mais aussi de protéines de cytosquelette, pour donner par exemple la forme, la structure de la cellule, et d'organites, comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, tout ça vous l'avez vu en première. L'eau qu'on trouve dans la cellule, dans ces intra, s'appelle le milieu intracellulaire. Et si on laisse la cellule toute seule à l'air libre, elle meurt. Pour vivre, il faut qu'elle se trouve dans un milieu liquide qui est comme de l'eau salée. On sait que les premières cellules sont apparues dans la mer, et c'est ce qu'on appelle le milieu extracellulaire. La cellule doit pouvoir faire des échanges avec ce milieu extracellulaire. Dans cette eau salée, il y a des nutriments, comme par exemple du glucose et puis d'autres, que la cellule va absorber. C'est le premier type d'échange, faire rentrer des choses dans la cellule. Et puis elle va utiliser ces nutriments pour son métabolisme et fabriquer de l'énergie. Elle peut avoir besoin d'oxygène pour brûler le glucose, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire, et ça produit du CO2. Le CO2, c'est un déchet. Il y a d'autres réactions chimiques dans la cellule qui produisent des déchets. Alors, elle ne peut pas garder tous ces déchets dans son cytoplasme, cette cellule. Imaginez tous les sacs poubelles qui s'accumuleraient dans une maison. Non, il faut les éliminer. Donc, le deuxième type d'échange que la cellule va faire avec le milieu extracellulaire, c'est qu'elle va excréter dans ce milieu tous ces déchets. Alors ça, c'est ce qui se passe dans un organisme monocellulaire. Chez nous, les humains, on est pluricellulaire, on est constitué de 30 000 milliards de cellules à peu près. Alors imaginons une ville constituée de 30 000 milliards de maisons, nos cellules, limitées par l'épiderme qui sépare toutes ces cellules du monde extérieur. Certaines de nos cellules ne sont pas spécialisées, par exemple les blastes, les cellules souches, on en parlera dans l'année. Mais pour l'immense majorité des cellules, elles se regroupent en tissus et en organes selon un plan d'organisation. Elles peuvent être collées les unes aux autres, on appelle ça des cellules jointives comme dans les tissus épithéliaux, ou bien pas du tout jointives comme dans les tissus conjonctifs. Mais en tout cas, chaque cellule a le même fonctionnement que notre cellule de tout à l'heure. Il faut qu'elle fasse des échanges avec le milieu extracellulaire. Donc, elle doit à chaque fois trouver des nutriments dans ce liquide extracellulaire et y évacuer ses déchets. Alors du coup, on comprend que le liquide extracellulaire où elle se trouve doit être renouvelé. Sinon, les nutriments s'épuiseraient, les déchets s'accumuleraient. Alors, comment il peut être renouvelé? Eh bien, il faut un système de circulation. Il faut que du liquide extracellulaire neuf arrive par des vaisseaux et que le vieux reparte par des vaisseaux. Comment ça se passe? D'abord, donc, on a dit, il y a le liquide qui baigne les cellules. On l'appelle le liquide interstitiel parce qu'il remplit tous les petits trous, les petits interstices qu'il y a entre les cellules. On peut aussi l'appeler lymphe interstitielle. Alors ce liquide, la lymphe interstitielle, a une composition très proche du plasma. Le plasma, c'est la phase liquide du sang. Ce liquide interstitiel, c'est de l'eau salée qui est incolore, qui est riche en nutriments, en oxygène et puis en d'autres molécules, comme par exemple des hormones, etc. Juste, il y a beaucoup moins de protéines que dans le plasma. Et cette lymphe interstitielle, elle est fabriquée en sortant des capillaires sanguins. Donc, il y a tout ce qui constitue la lymphe interstitielle qui sort des capillaires pour aller nourrir les cellules. Les cellules, en échange, elles vont déverser dedans leurs déchets, leur CO2. Et pour qu'ils ne s'accumulent pas, ces déchets, la lymphe interstitielle va être absorbée dans des vaisseaux, qui sont les vaisseaux, comme leur nom l'indique, lymphatiques. Alors, ces vaisseaux sont formés d'une sorte de tube constitué d'endothélium vasculaire très fin à traverser. Et on peut dire que ce sont des canaux où la lymphe va circuler. Et à partir de là, on va appeler cette lymphe qui circule de la lymphe canalisée.
De canaux en canaux de plus en plus gros, la lymphe canalisée va revenir jusqu'au cœur et se mélanger au sang. Elle va être déversée dans le sang. Le sang qui est pompé par le cœur va pouvoir être envoyé jusqu'aux poumons où en traversant les poumons, il va être épuré du CO2, il va se recharger en O2. Et puis les déchets azotés, eux, ils vont être éliminés du sang lors de leur traversée des reins. Donc en permanence, le sang va passer de gros vaisseaux à de plus en plus petits vaisseaux. Et enfin, au niveau des organes et des tissus, le sang va se retrouver dans des très petits capillaires qui sont tout fins, qui sont des vaisseaux sanguins constitués d'un endothélium vasculaire. Là aussi, ce sont des petits tubes tout fins d'endothélium vasculaire. Et retour à la case départ, une partie du plasma va sortir pour refabriquer la lymphe interstitielle dans laquelle baignent les cellules. Alors c'est comme ça que se fait le renouvellement permanent de notre milieu intérieur. C'est le génial Claude Bernard, médecin physiologiste en 1850, qui a le premier dégagé ce concept de milieu intérieur fondamental. Donc le milieu intérieur est constitué de tous les liquides dans lesquels baignent nos cellules. Et surtout, Claude Bernard explique que ce milieu intérieur doit toujours être alimenté en nutriments et rester propre, donc qu'on y retire les déchets. Bref, ce milieu intérieur doit avoir une composition stable. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça sera le concept central du premier thème de notre cours de terminale.